Oui, alors, comme je l'ai dit, donc cette maîtrise, c'est vraiment le premier travail de recherche qui a compté. J'ai trouvé ça complètement grisant d'analyser ces rituels ésotériques, et la méthode structuraliste opérait comme un sésame ouvre-toi d'une certaine manière. Alors, bien sûr, je ne travaillais que sur des récits. Euh, donc, d'une certaine manière, les faits avaient déjà été, avaient déjà émergé, enfin, avaient été déjà sélectionnés, mis dans des récits. Donc, n'avaient plus leur gang originel, ils étaient plus faciles à manipuler. Et donc, j'étais bien consciente de ça, c'était déjà formalisé, mon matériel était déjà formalisé, je jouais à l'intérieur de ça. Euh, et je vois bien, enfin, pas à l'époque, mais tout ce qu'il y avait donc de daté dans la recherche de cet isomorphisme entre structure matrimoniale et structure rituelle. Euh, En même temps, ça expliquait des choses. Et, et les, ça expliquait les choses de façon bien sûr simpliste, parce qu'on ne savait pas comment les choses se passaient vraiment dans les pratiques. On, ça restait quelque chose, voilà, je ne m'embarrassais pas de tout ça, puisque j'avais que des matériaux de seconde main. Euh, j'ai poursuivi ce genre d'exercice à partir d'autres matériaux qui étaient les notes que Roberta Maillon avait prises sur les Yakoutes, dont Evelyne Lotte-Falck était la spécialiste. Et elle m'avait, de façon là aussi très généreuse, offert tous ces carnets. Je dois dire qu'elle écrit horriblement mal, donc c'était très difficile de déchiffrer, mais en même temps c'était assez génial. Voilà, je me suis lancée dans une autre recherche qui a eu quand même son importance pour moi. Euh, bon, pas seulement les notes que Robert avait prises avec Laurence Delaby au cours d'Evelyne Lotte-Falck, j'avais l'occasion de lire aussi d'autres choses, mais j'ai travaillé sur la relation entre le chaman et le forgeron, qui, là aussi, ont été très grisantes comme recherche, je dirais, parce qu'il y avait des tas de contradictions. J'essayais de voir pourquoi. En fait, je m'appropriais toute cette recherche sur le symbolisme, comment ça marche. Et à l'époque, enfin ça faisait déjà quelques années, mais Dan Sperber avait écrit son symbolisme en général, qui a vraiment été une sorte de découverte pour nous. Étudiants. Alors, ça ne veut pas dire qu'on s'est tourné vers des études cognitives, mais c'était quand même la découverte, oui, que ces symboles n'étaient pas à décoder, n'étaient pas à comprendre de façon comme ça, comme un langage sémantique codé, mais au contraire qu'ils étaient des foyers qui éclairaient une réalité. Et c'est ce qui m'avait semblé être le cas avec le forgeron et le chaman. Et j'ai fait donc une analyse qui a été publiée dans l'Homme, c'était mon premier article. Je ne sais pas trop ce qu'elle vaut, tout compte fait, mais comme elle a été adoubée par Lévi-Strauss, qui a repris cette analyse dans La Potière jalouse, je considère que tout compte fait, elle tient plus ou moins la route. Mais ça avait été très, très amusant aussi. Et, et très, voilà, c'était des enthousiasmes, je dirais, qu'on pouvait avoir en travaillant à partir de récits. Et ça a fait son temps. Au moment où j'ai terminé ça, c'était la fin de mon DEA, puisque le DEA, c'était la première année de doctorat. Et
voilà, j'avais envie d'autre chose. Je ne savais pas encore quoi, mais si, je savais, c'était de faire du terrain. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas choisi d'aller en Union soviétique. Ça a été bien sûr une option, puisque j'avais très envie de continuer de travailler avec Roberta Maillon, mais elle m'avait bien dit, hein, on était en 79, 80, je suis partie sur le terrain en 81, que je ne pourrais pas faire du terrain tranquillement. Je me souviens qu'elle me disait que elle avait toujours quelqu'un sur les talons qui surveillait ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait. Donc elle travaillait toujours jamais directement, qu'elle était tout le temps avec d'autres gens et, et que voilà, c'était quand même quelque chose de dommage si on voulait vraiment faire du terrain. Donc j'ai pensé à toutes sortes d'autres solutions. J'ai pensé à travailler en Afghanistan. On était en 80. Bon, c'était quand même pas l'idéal pour une femme de partir comme ça. J'avais pensé à l'Asie du Sud-Est, mais il y avait des tas de raisons aussi politiques d'ailleurs pour lesquelles dans ces années-là, c'était pas non plus du tout évident. Et finalement, c'est un jour où Marc Gaborio, qui venait d'écrire son petit livre qui s'appelle Le Népal et ses populations, est venu à Nanterre pour faire un exposé, peut-être sur ce livre d'ailleurs, je ne sais plus. Et comme ça, entre deux portes, Robert et moi, on l'a interviewé, on lui a demandé ce qu'il pensait d'un terrain éventuel. Et il m'a dit, mais lisez le livre et puis vous reviendrez vers moi. Et j'ai lu le livre et effectivement, il y avait 3 pages sur les Kham-Magars dont il disait très explicitement que rien n'était écrit sur ces gens-là et qui quand même étaient plus, enfin, je ne pense pas qu'il pouvait à l'époque dire combien de gens il y avait, mais enfin plusieurs milliers, il y avait environ 30 000 Kham-Magars. Et qu'il y avait un seul article à l'époque écrit par un certain David Waters, qui était un missionnaire linguiste, qui s'était installé dans un village Kham-Magar, à Taka, pendant 5 ans, pour traduire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, que dis-je, le Nouveau Testament, et voilà, et qui avait écrit un article qui s'appelle Siberian Shamanism Among the Kham-Magars. Donc, chamanisme sibérien chez les Kham-Magars. Alors, je n'avais pas travaillé jusque-là sur le chamanisme précisément, mais j'avais quand même été devenue familière de toute cette ethnographie sibérienne. Voilà, en lisant autour de la fête de l'ours et du forgeron et du chaman. Et je n'avais pas pensé travailler sur le chamanisme. J'avais pensé plutôt faire quelque chose de plus soi-disant moderne, les rituels de la vie quotidienne, quelque chose qui soit moins classique, disons. Et, et voilà. Mais je vous avouerai que la première fois que j'ai vu un chaman, j'ai tout de suite voulu comprendre plus et je me suis attachée à ça. Mais enfin bon, pour reprendre les choses dans l'ordre, voilà, je me suis dit, bon ben voilà, Et puis en plus de ça, oui, les quelques pages qu'il y avait sur ces Kham-Magars nous disaient aussi que les Kham-Magars se mariaient avec la fille du cousin, de l'oncle maternel. Donc je me retrouvais un petit peu enfin, c'était un contexte familier, puisque j'avais travaillé sur les Gilyak, qui sont l'exemple emblématique de ce genre d'organisation matrimoniale. Et voilà, il y avait donc la présence de ces prescriptions matrimoniales, la présence de ce chamanisme sibérien quand même. Et je me suis dit que voilà, c'était là que j'irais. Même si je n'aime pas la montagne, en fait. Enfin, je n'aimais pas la montagne. J'aime pas ces grandes forêts noires. Je n'aimais pas ces grandes forêts noires. Et finalement, je suis partie, pas très préparée, parce que tout ça a été décidé assez vite, comme j'ai tellement longtemps hésité, et mes professeurs étaient infiniment patients avec moi, mais je ne cessais de tergiverser.
avant de partir, donc pas assez préparée, ne connaissant pas assez le Népal et surtout la langue. Il ne faut surtout pas faire ce que j'ai fait. Mais bon, je suis quand même partie grâce à une bourse que j'avais eu de bonnes notes à mon DEA et donc j'ai eu cette bourse. Il n'y en avait qu'une à l'époque. C'était pas commode, hein, et des toutes petites bourses de rien du tout. Maintenant, elles sont quand même plus généreuses, mais je me souviens que ça devait être l'équivalent de 200 ou 300 euros par mois. Mais c'était quand même Byzance et je suis partie donc au Népal en février 81. Et la première chose que j'ai faite, j'ai été très bien accueillie là-bas. Dès le premier jour, j'avais un professeur de népalais qui venait tous les jours à mon hôtel. C'était un petit hôtel, l'hôtel Shakti, qui a vu défiler des générations d'anthropologues. Et je faisais du népali avec lui. Je suis restée donc 3 mois à Katmandou pour me familiariser vraiment avec un pays dont je savais très peu de choses. Et, euh, et voilà, et j'y ai rencontré à l'époque Mark Opitz, Michael Opitz, qui venait de terminer un film sur les Kamagars, ce que je ne savais pas. Et il était en train de le monter, de terminer de le monter, mais rien n'était encore publié. Donc, quand même, je suis allée le voir et nous avons discuté de la possibilité, puisqu'il avait déjà travaillé sur cette population, que j'aille travailler ailleurs. Ça a d'ailleurs retardé un petit peu mon départ parce que je me suis dit, oui, zut, alors, s'il vient de travailler là sur cette population, qu'est-ce que je vais faire? Mais bon, après avoir continué à lire ce que je pouvais trouver sur place, sur d'autres populations, les rails de l'Est, enfin, bon, je me suis dit, bon, tant pis, et je suis allée le revoir une seconde fois, et lui dit, non, finalement, je n'ai pas d'autre idée. Donc, je pars, et puis, bon, si on est deux, si vous voulez bien, et il m'a dit qu'il voulait bien, et il m'a même aidé, puisqu'il m'a donné des cartes. Oui, j'aurais dû mentionner, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais c'est un magnifique film qui est quand même célèbre, qui s'appelle les Shaman in Blinden Land, ou le chaman dans le pays aveugle. C'est un film de 4 heures qui est une espèce de magnifique documentaire sur, pas seulement sur le chamanisme, enfin bon, c'est quand même essentiellement sur le chamanisme. Euh, voilà. Et accompagné d'un livre de photos qui vient d'être traduit d'ailleurs en anglais, avec le même titre. Donc, il ne voit pas d'inconvénient à ce que je travaille moi aussi là. Bon, peut-être pas dans le même village, bien sûr, et il a même trouvé de l'intérêt à ce que ce soit dans un autre village. Les Kamagars sont, dans cette région de l'ouest du Népal, sont organisés en très très gros villages. Enfin, en général, avec quelques petits hameaux, souvent satellites, autour du gros village, mais ce sont de gros villages qui peuvent faire facilement 3000 habitants. C'est très important, avec un habitat extrêmement compact. Et donc, qui sont à chaque fois des petits univers, en fait. Et donc, il m'avait dit, ben oui, pourquoi pas aller travailler dans un autre de ces gros villages, ce sera intéressant de façon comparative. Et il m'a donné des cartes, parce qu'à l'époque, c'était vraiment pas du tout une région touristique, et il fallait savoir comment on allait là-bas. Et il m'a donné des cartes militaires, one inch, one mile, c'est très très précis. Et je savais donc, il m'avait montré tous les villages où l'on parlait le Kammagar. C'est véritablement une petite enclave de Kammagar qui parle cette langue. Donc voilà, je suis partie avec deux porteurs de Katmandou. Et là, je dois dire que je suis heureuse de mentionner le nom de Corneille Geste, avec qui je ne me suis pas très bien entendue par le passé. Les Népalisans n'étaient pas très contents que je continue de travailler avec quelqu'un qui était spécialisé de la Sibérie. Mais je lui dois une fière chandelle, et puis de toute façon, c'est beaucoup mieux entendu après. Mais je lui dois beaucoup d'avoir insisté pour que je parte avec 2 porteurs.
parce que j'avais l'idée, moi, complètement romantique, que le moins, enfin, je partais avec un porteur et puis ça suffisait bien. Et en fait, c'était quand même une région qui n'avait pas été explorée. Enfin, bien sûr que les Kamagars sont des transhumants, donc ils voyagent, c'est pas ça. Mais voilà, on connaissait rien en fait, ou très très peu sur cette population. Le peu de choses que je savais, c'était les deux conversations que j'avais eues avec Opitz, qui m'avait pas caché qu'il y avait des chiens très dangereux, et c'est vrai, dans cette région, comme très souvent chez les éleveurs. Hein. C'est des mastifs tibétains qu'il ne faut mieux pas se frotter, il faut faire attention. Donc on était parti, j'étais partie avec ces deux porteurs, mais il avait insisté Cornégès et il a eu raison parce que c'était donc des gens qui ne connaissaient pas la région, en qui je pouvais, moi, avoir totalement confiance parce qu'ils étaient connus d'autres anthropologues qui avaient travaillé avec eux. Ils ne parlaient que le népali, pas du tout l'anglais, mais c'était une bonne occasion pour moi de pratiquer le népali. Mais surtout, ils étaient géniaux. Ils étaient géniaux parce qu'ils savaient extrêmement bien, d'abord, reconnaître n'importe quel chemin. C'est pas évident en montagne. Il n'y a plus de gens comme ça, vraiment. Et il savait aussi établir des relations avec les gens tout de suite, savoir plaisanter. Et ça a été très très utile parce que quand on est arrivé après une bonne... D'abord, on a pris l'avion d'abord jusqu'à un petit aéroport de la plaine de l'ouest du Népal qui s'appelle Chowdhury. Et à partir de Chowdhury, on est monté pendant à peu près une bonne semaine avant d'arriver dans le pays Kham. Et, euh, et là, la différence, enfin, le coût, enfin, le choc était très, très grand parce que dans les collines basses, on marche, c'est un paysage assez riant avec des rizières, euh, enfin, avec des petites maisons jolies au toit de chaume, un petit peu partout, éparpillées. Enfin, c'est très, voilà, c'est un paysage très, très jardiné, je dirais. Et puis, quand on dépasse les 2000 mètres, tout d'un coup, enfin surtout quand on arrive dans le pays Magar, c'est complètement différent. Là, ça devient beaucoup plus rude. Je crois que j'ai écrit un article en disant que c'est un pays en noir et blanc, vraiment. Et il n'y a plus de couleurs. Et, et, euh, ces villages, comme j'ai dit, sont de véritables villages forteresses, hein, étagés le long de la pente, enfin, oui, c'est ça, et très compacts. Et c'est très intimidant quand on arrive là. Et, et c'était bien qu'on soit trois, qu'il y ait les deux porteurs qui pouvaient l'un partait en avant et l'autre restait avec moi. Moi, j'étais pratiquement incapable de. D'abord, en plus de ça, je ne comprenais pas le Kammagar, cette langue que les Kammagars parlent. Et donc, ça a fait qu'il y a eu des petits moments de tension parce qu'on ne savait pas trop si on était bienvenu, pas bienvenu, mais jamais de peur de toute façon. Et toujours, ça s'est très bien terminé. Et, euh, et je me souviens de ce premier village auquel on est arrivé, qui était le village de Mahat, qui est devenu par la suite un centre d'ailleurs de, de communistes révolutionnaires, mais ça je ne le savais pas, bien sûr. Et ce village de Mahat, la première vision que j'ai eue, c'est celle de bergers qui avaient leur manteau fait en laine très très rêche, enfin presque de la laine de yak en fait, qui protège de la pluie, ou bien de ces manteaux en laine feutrée qui sont complètement imperméables et qui gardaient tout simplement des vaches au-dessus du village. Et c'était avec quelques moutons, curieusement. Et c'était vraiment biblique comme vision. Euh, Ça a été la première chose, mais je n'ai pas pris de photo. En revanche, j'ai pris une photo que j'aurais voulu montrer et qui est celle de ce groupe d'enfants
qui me regarde et moi je suis en contrebas. Et c'est véritablement la première photo que j'ai prise chez les Kamagars. Et on voit comment sont habillés les enfants, vraiment en guenilles. Il pleuvait, il faisait quand même, quand il pleut, même si c'était en mai, il peut faire froid. Les villages sont entre 2000 et 2500 mètres, rarement plus. Et, euh, et voilà, j'étais l'objet de toutes les curiosités, évidemment. Et, euh, et, et voilà, c'est pour ça que cette photo-là, je l'ai fait agrandir parce qu'elle me replonge dans cette première fois. Euh, oui, donc dans un premier temps, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai fait un tour de tous ces villages où on parlait Kammagar à la recherche du village où je déciderais de m'installer. Et ça n'allait pas de soi, comme je l'ai dit. Il y avait un autre anthropologue américain, Thomas Freaky, qui est devenu tout à fait anthropologue académique, enfin qui est surtout spécialisé sur la démographie, qui a travaillé par la suite chez les Tamangs. Mais justement, il était question que je le rencontre. Il était parti un peu avant moi pour aller dans un village du nord qui s'appelle Maikot, et où il avait l'intention de faire son terrain. Et l'idée, c'était que j'aille lui rendre visite et puis que je continue de faire mon tour. Et quand je suis arrivée à Maikot avec mes 2 porteurs, il était déjà parti. Et en fait, lui-même m'a raconté l'histoire par la suite. C'est qu'il n'a pas pu supporter d'être là. Il a été très mal accueilli. Et les gens s'en sont débarrassés, en fait. Et il n'a même pas pris sa malle, c'est ce que m'ont dit les villageois en me montrant sa malle, parce que quand je dis que je venais chercher, voir mon ami, il m'a dit, ah ben, il est parti, et voilà. Et il y avait sa malle avec une paire de chaussures sur la malle. Et ça donnait une idée, fausse bien sûr, mais quand même une idée qu'il était parti de façon extrêmement précipitée. Et il m'a avoué qu'il a vraiment eu une très mauvaise expérience et qu'il avait effectivement, qu'il était parti, qu'il avait décidé de changer de terrain. Heureusement, rien de tel ne s'est passé dans mon cas. Mais je dois dire que quand même, les débuts n'ont pas été faciles. Il faut avouer les choses. Et j'étais... Voilà, comment créer des liens avec des gens qui n'ont jamais vu d'étrangers. Et ça, c'est le début du terrain.